Donc, vous allez recevoir. Parfait, super. Alors, on part ça. Donc, bienvenue à vous trois à cet atelier-là et aux autres qui se joindront à nous ou aux autres qui l'écouteront en rediffusion. J'étais vraiment fébrile de présenter cet atelier-là sur lequel j'ai beaucoup travaillé fort et sur lequel je me suis basée sur mon expérience personnelle et sur les nombreuses recherches que j'ai faites pour comprendre qu'est-ce qui arrivait à mon corps et à ma vie pendant ce passage-là de la préménopause. Je suis encore préménopausée, ce n'est pas encore terminé, mais disons que je suis sur la pente descendante, là, où ça va mieux. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous partager toutes les manifestations que j'ai découvertes qui font partie de la préménopause, puis qu'on ne pense pas, puis qu'on ne se rend pas compte, puis que des fois, on soigne un petit truc ici, on soigne un petit truc là, mais en ne sachant pas que ça fait partie d'un grand ensemble, en fait, on ne cible pas toujours la bonne affaire. Et c'est ce que je voulais faire ce soir. Donc, mon intention, c'est vraiment de vous allumer sur toutes les manifestations qui peuvent arriver quand on est en état de préménopause et bien sûr de vous servir le plus possible en vous donnant mes trucs à moi pour garder et améliorer ma qualité de vie à travers ce passage-là. Fait que ce soir, on n'aura pas un cours de biologie 101, on ne parlera pas de pourcentage d'hormones. S'il y a lieu, je ferai des ateliers subséquents là, avec des sujets plus pointus si ça intéresse quelques-unes d'entre vous. Ça me fera super plaisir. Là, mais ce soir, c'est vraiment un survol de quels sont les symptômes puis quelles sont les solutions que moi, j'ai voulu appliquer et que j'ai appliquées pour me sentir mieux. Donc, c'est sûr que ce que j'ai utilisé, c'est des huiles essentielles en particulier, mais je vais vous parler des huiles essentielles que moi, j'ai utilisées. Donc, il y a des huiles essentielles à l'infini. Bonsoir, Manon. Il y a des huiles essentielles à s'en tirer par la tête là, pour toutes sortes de choses. Et ce que je vais vous parler, moi, c'est de celles que j'ai utilisées, que j'ai éprouvées, puis que je peux vous dire, ça marche. Mais tout est une question de goût, de sensibilité et de votre biologie à vous en réaction aux huiles essentielles. Donc, ça peut ne pas être exactement la même chose, mais au moins, vous allez avoir des pistes de solutions à travers une panoplie d'huiles essentielles que j'ai utilisées. Donc, puisque j'ai envie de vous servir le plus possible, c'est vraiment mon intention de partager ce que j'ai découvert puis de pouvoir vous servir. N'hésitez pas à poser vos questions. Et à la fin, il y aura aussi une période de questions. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans comment les huiles essentielles peuvent être à votre service dans votre préménopause ou dans la ménopause de quelqu'un que vous connaissez à la limite, communiquez avec moi, ça va me faire super plaisir. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler? Je vais repartir mon partage d'écran. Je vous ai préparé un visuel. Je ne sais pas. Ça va être ici. OK. Je vais vous tasser là. OK. Est-ce que vous voyez tous la présentation à l'écran? Oui. OK, parfait, super. OK, donc pourquoi parler de préménopause? En fait, on se rend compte qu'on n'en entend pas tant parler de ça et il n'y a pas tant de passage d'informations au sujet de la préménopause. Il y a même Véronique Cloutier qui a ressenti le besoin d'en faire une mini-série qui est excellente. Je vous encourage à l'écouter, qui s'appelle l'automéno, parce que moi, j'ai deux interprétations, puis un fait peut-être pour expliquer ça, c'est que jusqu'aux années 1900 à peu près, l'espérance de vie des femmes était de 40 ans. Donc, il n'y avait pas une grande quantité de femmes qui passaient à travers la préménopause.
Et par la suite, on le sait, les femmes n'étaient pas tant considérées que ça. Il n'y avait pas tant d'attention portée aux femmes. Puis quand les femmes avaient des SPM ou des humeurs ou des choses comme ça, c'était pas tant considéré. Fait que ça a pris quelques années avant que ça soit objet de recherche puis pris au sérieux. Ça, c'est une interprétation. La deuxième interprétation que j'en fais, c'est qu'il n'y a pas de marqueur précis. Tu sais, quand on passe de l'état d'infertilité à la fertilité, on a des menstruations. Il y a un marqueur qui est là. Après ça, on a des enfants. Il y a un marqueur qui est là. Mais la préménopause, pour la plupart des gens, quand c'est une préménopause naturelle, elle s'installe sur des années. Puis, on ne vit pas toute la même chose. On a des fois des petits symptômes, pas une grande quantité de symptômes, puis des fois, c'est la totale, on vit l'ensemble des symptômes. Fait que c'est pas seulement les menstruations qui deviennent différentes ou les chaleurs qui arrivent qui font en sorte qu'on est en préménopause, mais un ensemble de facteurs. Donc, ce soir, si on peut rassembler tous ces indices-là pour que ça fasse du sens, ce que ça fait, c'est que ça nous redonne notre pouvoir personnel dans ce processus. Alors, je vous ai présenté un visuel qui est un visuel qui n'est pas pas un e-book, c'est-à-dire dans le sens où ce n'est pas des notes écrites. Donc, si jamais vous ressentez le besoin d'avoir des notes par après, vous me ferez signe, mais je vais. C'est plus des pointeur, si vous voulez, de ce qu'on est en train de parler. Et j'ai ponctué, tout ça pour dire que j'ai ponctué mon visuel de beaucoup de petites vignettes humoristiques parce que c'est mon genre, parce que j'aime ça. Moi, ça m'allume l'humour. Et cette petite bande dessinée-là, elle est vraiment chouette. Là. Je la trouve vraiment tout le temps pertinente, avec un petit humour ironique que j'aime beaucoup. Donc, je pars du principe que c'est pas parce que c'est drôle puis qu'on rit que c'est pas sérieux. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça. Alors, qui suis-je? Je suis en train de penser, une chance que je me suis mis une vignette, justement, j'allais oublier de me présenter. Mon nom, c'est Sonia et je suis préménopausée. Mon rythme à moi n'est pas tout à fait terminé. J'ai eu une préménopause de guerre. Pour vrai, là, mon mari, c'est un saint d'être encore là aujourd'hui. Parce que ça n'a vraiment pas été facile. Et j'ai découvert que j'étais en préménopause à cause de mon mari, où j'étais dans un état complètement désorganisé. Et lui a écouté une émission à Radio-Canada et il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, Sonia, je pense que tu es en préménopause. Il faut que tu te documentes, il faut que tu écoutes cette entrevue-là. Et finalement, j'ai découvert que c'était ça mon problème, en fait. C'est pas un problème, by the way, mais dans ce temps-là, c'était vraiment difficile pour moi. Et ben c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert ce que ça impliquait dans ma vie et dans la vie de d'autres femmes et que j'ai commencé à faire des recherches, que j'ai consultées, que j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles, mais du matin jusqu'au soir. Ça fait longtemps que j'utilise les huiles essentielles, mais elles ont été d'un soutien incroyable pendant cette période-là. Autrement, je suis maman de 3 belles grandes filles qui ont déjà quitté la maison depuis plusieurs années. Je me suis séparée de leur papa après 20 ans de vie commune, préménopause. Et j'ai mon mari maintenant avec qui je suis depuis presque 8 ans aujourd'hui, qui lui est le papa d'un petit garçon qui a aujourd'hui 11 ans. Professionnellement parlant, j'ai travaillé pendant 20 ans en éducation à la petite enfance. J'ai été éducatrice, j'ai été gestionnaire, j'ai été formatrice, j'ai été formée en coaching professionnel que j'ai fait pendant quelques années. Et suite à ma séparation, bien là, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 8 ans de nuit jusqu'à ce que je décide de me former en aromathérapie et que je décide d'en faire ma nouvelle carrière pour les 50 prochaines années. Alors, mon parcours ressemble à ça. Alors, pourquoi les huiles essentielles? Bien, tout simplement parce que les huiles essentielles,
Quand on vieillit, en fait, ce que je me suis rendu compte de moi, de mes amis, de mon cercle de connaissances, c'est qu'on devient beaucoup plus sélective par rapport aux produits qu'on a envie de mettre dans notre corps parce qu'on se sent avancé en âge et on veut avoir des produits qui sont efficaces, qui ne vont pas détruire un bout de notre corps en voulant essayer l'autre de guérir ou d'améliorer un autre côté de notre corps. Et les huiles essentielles, ben c'est ça. C'est des molécules naturelles que le corps reconnaît et qu'il ne rejettera pas et qui va faire en sorte que ça va travailler dans le même sens que le corps et que ça va faire en sorte que notre corps fonctionne de façon optimale. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé les huiles essentielles en particulier. Quand on arrive en préménopause aussi ou quand on avance en âge, on devient aussi, on a un grand besoin d'efficacité, de simplicité, de se simplifier la vie. Alors, les huiles essentielles, ben, c'est ça aussi, parce qu'une bouteille peut servir à tellement de choses qu'à un moment donné, tu trouves que l'efficacité et la versatilité d'un seul produit peut te rendre service à tellement de niveaux que tu en vois la plus-value. Pourquoi doTERRA? Bien, tout simplement parce que c'est la compagnie où j'ai trouvé que la qualité des huiles essentielles était la plus efficace, la meilleure qualité en fait. Et j'aime beaucoup le côté humanitaire que doTERRA a également dans sa business. J'aime la facilité de se procurer les produits également et j'en ai éprouvé l'efficacité. Donc, j'y crois 100% parce que je les utilise puis que ça a vraiment fait effet pour moi. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors, qu'est-ce que la préménopause? En fait, c'est un stade de développement normal, on le sait. J'aime bien dire que c'est un déplacement d'hormones plus qu'un dérèglement d'hormones parce que il semblerait que le niveau d'hormones ou l'organisation hormonale qu'on a à la ménopause, une fois qu'on est ménopausé, est sensiblement pareil à celui qu'on avait avant d'être en état de fertilité. Donc, les hormones reproductrices se sont organisées pour nous donner la possibilité d'avoir des enfants et là, nous se réorganisent pour terminer cette période-là de notre vie. Je ne considère pas ça comme une maladie à guérir. Il y a des symptômes à soulager, ça c'est sûr et certain. On peut aider notre corps à essayer de fonctionner le mieux possible à travers ça, mais l'objectif, c'est vraiment de garder une qualité de vie pendant ce passage-là. Comme je le disais tantôt, la préménopause, ça peut durer vraiment longtemps. Ça peut durer jusqu'à 10-15 ans selon les femmes quand elles ont une préménopause normale et naturelle. Donc, ça arrive généralement entre 35 et 65 ans et les symptômes qu'on aurait éprouvés pendant la préménopause peuvent durer un an après qu'on soit ménopausé, donc une fois que ça fait un an qu'on n'a plus été menstrué du tout. Pour certaines femmes, il y a des symptômes qui vont continuer encore pendant vraiment longtemps. Ma mère, elle a 70 ans, puis elle a encore des chaleurs épouvantables. Et là, on est en train de travailler ça avec elle. Donc, c'est vraiment un processus très, très personnel et unique à chaque femme. Ce n'est pas nécessairement quand nos menstruations sont différentes ou arrêtent ou qu'on commence à avoir des chaleurs, qu'on commence à être en préménopause. Ça se prépare longtemps avant pour la plupart. À moins que vous ayez eu une préménopause qui a été prématurée. Dans le cas, par exemple, des femmes qui ont été des très, très, très grandes sportives, et souvent la préménopause va arriver beaucoup plus rapidement. Pour les femmes qui ont eu des traitements médicaux très invasifs comme la chimiothérapie, ça se peut que la préménopause arrive plus rapidement. Puis, ben, il y a la ménopause artificielle, c'est-à-dire qui a été provoquée par une opération en particulier. Donc, ça modifie le temps de parcours de la préménopause, mais nous, on va se concentrer sur la ménopause naturelle ce soir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait qu'est-ce que ça veut dire ménopause, si on observe le mot, en fait? Alors, si on divise le mot en deux, oui? Alors, j'y vais de ma réponse.
La ménopause, en fait, j'ai trouvé trois explications à ce mot-là que je trouve rigolote en fait, puis je vous les offre juste parce que je les trouve le fun. Donc, si on divise le mot en deux, il y a méno et il y a pause. Donc, une pause de menstruation, une pause de men, donc d'homme, puis on va voir que ça peut s'appliquer de façon pertinente rendue à cette étape-ci de la vie, et une pause de mankind en anglais, donc une pause euh, de l'humanité, de l'homme, des relations interpersonnelles. Fait qu'on l'interprète comme on veut finalement par rapport à ça. C'est ça juste drôle parce que des fois, quand on décortique les mots, ça nous donne une bonne idée de ce que c'est. Alors, est-ce que ça va être dur la préménopause? Ça dépend des femmes. Il y en a qui ont peu de symptômes, peu d'intensité, puis il y en a d'autres qui ont vraiment la totale et qui font un parcours de sainte pendant cette période-là. On a remarqué, par exemple, que c'est plus facile pour les femmes quand elles sont informées de ce qui se passe, quand elles sont alertes aux symptômes qui se présentent en cours de route, quand elles acceptent de passer à travers ça, parce qu'on va le voir, ça implique des deuils, la préménopause, et quand elles prennent les bons moyens pour garder une bonne qualité de vie et quand elles font le meilleur qu'elles peuvent avec ce processus-là. Quand je parle de prendre les bons moyens, bien évidemment, aussitôt qu'on a un questionnement par rapport à sa santé, c'est important d'aller voir son médecin puis de vérifier si effectivement ça peut être ça, la préménopause. Si vous êtes dans un état épouvantable à cause de ça, ben les bons moyens, ça peut être l'hormonothérapie. Peut-être que les huiles essentielles vont augmenter votre qualité de vie, mais peut-être que ce ne sera pas assez. Donc, c'est vraiment à vous, avec votre médecin, de voir quels sont les moyens les plus efficaces à prendre dans votre situation à vous. Et ça, c'est quelque chose de très, très personnel. Maintenant, si vous désirez utiliser des huiles essentielles aussi pendant votre parcours de préménopause, ben, si vous voulez faire vérifier l'interférence de ces huiles-là avec votre pharmacien ou votre médecin, ce serait un geste prudent, bien entendu. Et si vous essayez une nouvelle huile essentielle, ben, de toujours faire un test sur le creux de votre coude en mettant une petite goutte et en attendant quelques heures jusqu'à 24 pour vérifier si vous n'avez pas de réaction cutanée à cette huile-là. Petit conseil d'usage. Donc, est-ce qu'il y a des étapes dans la préménopause? Pas tant marquées non plus. Évidemment, aussitôt qu'on sait où on en est et qu'on prend en charge sa santé, évidemment, la pente devient descendante, c'est-à-dire que ça va de mieux en mieux. Les symptômes sont physiques, sont psychologiques et sont émotionnels également. Et on va commencer par les symptômes psychologiques et émotionnels. La chose la plus perturbante, en tout cas pour moi, ça a été vraiment de tomber dans une crise de sens. Donc, quand on arrive à cette période-ci de la vie, on fait des deuils. On fait des deuils reliés à l'âge. Donc, on se rend compte que plus jamais la belle jeunesse qu'on avait reviendra. On fait des deuils pour les femmes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter et qu'elles auraient voulu avoir des enfants. Bien, c'est un immense deuil à faire à cette étape-ci. Les enfants quittent la maison, un autre deuil aussi. Quand on arrête d'être en état de reproduction, physiquement parlant, il y a aussi un phénomène de vieillissement qui peut arriver. Donc, c'est un deuil aussi relié à ça. En fait, ce qui arrive, c'est que pendant toute cette période-là, comme femme, on a comme envie de se replier sur soi. On a envie de faire de l'introspection. On a envie de penser à nos affaires. On a envie de revisiter, de faire des bilans par rapport à notre vie. On a besoin d'avoir une bulle dans laquelle on est seul pour pouvoir faire un grand ménage. Et par grand ménage, ça veut dire de réévaluer les relations qu'on a, nos amis, notre famille, de réévaluer la relation amoureuse aussi. Si on a vécu des traumatismes, si on a des problèmes qu'on a mis en dessous du tapis, s'il y a des sujets d'angoisse, d'anxiété dans notre vie, on a envie d'y travailler. Si on a vécu de l'injustice, on n'a plus envie de se taire. Donc, c'est vraiment une période où on a envie de
de tout revoir et de faire de la place pour du neuf, vraiment. On développe une très, très grande intolérance par rapport à tout ce qui nous tape sur les nerfs, sur les individus qu'on apprécie moins, sur les situations injustes, sur les relations qu'on a qui ne nous conviennent pas tant, ça vient nous chercher un petit peu plus. Donc, c'est vraiment une période où on est toutes mêlées. On est toutes mêlées, on ne sait pas ce qui se passe, mais tout ce qui faisait avant, ça ne fait plus. Donc, le couple passe au tordeur, bien entendu, pendant cette période-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'évidemment, si on a une grande remise en question sur toutes les relations, on réévalue aussi le couple à l'étape où on est rendu. Est-ce que ça me tente de continuer comme ça? Et est-ce que ça me tente de continuer dans la même énergie, dans la même relation, dans le même schéma qu'on a établi à travers les années? Ça se peut que oui, là, mais ça se peut que non aussi. Moi, je me rappelle que rendu à cette étape-là, j'avais le goût de vibrer, j'avais le goût de sentir une énergie nouvelle, j'avais le goût de changer ma relation avec mon chum dans ce temps-là parce que c'était rendu routinier, puis j'avais le goût de redécouvrir des affaires, puis de faire des nouvelles expériences, puis ça ne faisait pas, on n'était pas rendu à la même place. Fait qu'il y avait un clash. Ce qui arrive aussi, c'est que le parcours de l'homme et de la femme rendu à cette étape-là se croisent souvent de façon inversée. Je m'explique. C'est que l'homme, lui, jusqu'à 50 ans, mettons, va travailler fort à se monter une carrière, à travailler, faire de l'argent, acquérir des biens, etc. Puis rendu vers 50, là, il pense à ralentir, à se poser, à se reposer, à rester à la maison, à prendre sa retraite, puis à faire des activités de loisirs. Alors que la femme, elle, les 50 premières années, elle a pris soin de la famille, elle a pris soin de son mari, elle va avoir pris soin de ses amis, de sa famille élargie. Et rendue à l'âge de 50 ans, on va mettre 50, mettons, pour mettre un marqueur de temps pour s'y rejoindre, bien, elle, ce qu'elle veut, c'est sortir de la maison, avoir un travail, une nouvelle carrière, des nouveaux intérêts. Elle veut s'émanciper, elle veut découvrir le monde. Moi, j'ai commencé à vouloir voyager à 50 ans. Avant, ça me tentait pas, je n'étais pas là-dedans. Mais là, tout d'un coup, on dirait que la Terre n'est pas assez grande, là, tu sais. Fait que si l'homme et la femme dans le couple ont des besoins inversés rendus à cette étape-là, bien, ça peut être une source de séparation. D'ailleurs, la période de préménopause, à cet âge-là à peu près, c'est une période où un grand taux de divorce. Alors, c'est à voir comment vous le vivez. Maintenant, bien entendu, tout le monde pense que les femmes préménopausées sont folles parce qu'on a des sautes d'humeur incroyables. En fait, ce qui arrive, c'est que si vous avez vécu des syndromes prémenstruels qui étaient assez intenses pendant votre période de vie fertile, quand vous arrivez à la préménopause, attachez votre tuque avec la broche parce que là, ça va être un SPM sur des années. Le SPM, dans le fond, là, c'est sûr que c'est provoqué par le mouvement des hormones dans notre corps, mais c'est aussi une espèce d'intolérance qu'on a soudainement par rapport à des affaires qui nous dérangent profondément. En fait, c'est un messager. C'est si on prête attention à nos SPM puis à qu'est-ce qui nous enrage pendant cette période-là, bien, c'est des indices à travailler. Il y a des choses qui nous dérangent. Donc, pendant cette période-là de préménopause, comme on l'a expliqué, là, on ne peut plus mettre ça en dessous du tapis. Il faut que ça sorte, il faut que ça se règle. Et si on ne le fait pas, bien, on risque d'avoir des sautes d'humeur assez intenses pendant assez longtemps. Donc, ne pas tuer le messager, ce n'est pas ne pas tuer les gens autour de vous, c'est simplement de ne pas ignorer qu'est-ce qui vous met dans un état négatif, qu'est-ce qui vous fait réagir, qu'est-ce qui vous fait de la peine, qu'est-ce qui vous met en colère. D'accord? Il semblerait, selon certaines études, que les personnes qui s'occupent sérieusement de ces sentiments-là, de ce qui provoque ces sentiments-là, vont voir leurs symptômes de préménopause
diminuer intensément par la suite. Donc, beaucoup de femmes vont aussi développer de l'anxiété. Moi, je ne suis pas une personne anxieuse dans la vie. Je n'ai jamais eu de crise d'anxiété ou une hausse de cet état-là dans mon corps, mais à la préménopause, j'ai fait des crises d'anxiété. Je ne savais juste même pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et bien entendu, il y avait de la poussière en dessous du tapis. Donc, l'anxiété, c'est des trucs qu'on n'a pas résolus, c'est des choses dont on n'a pas voulu s'occuper, qui, pouf, à un moment donné, ça ressort, puis ça crée cette émotion-là en soi. Et l'anxiété, c'est aussi la vision de l'avenir, comment on anticipe les choses. Donc, puisqu'on est dans un espace-temps où on est en train de tout remettre en question, puis qu'on veut se recréer une vie, on ne sait pas encore quel bord que ça va prendre tantôt, là. Fait que l'anxiété de ce que ça va être tantôt peut être aussi un facteur aggravant pour éprouver ça. Maintenant, pendant cette période-là où on n'est pas du monde, il faut se le dire, on a de la misère à s'endurer soi-même les deux fesses collées, ça peut durer assez longtemps pour certaines femmes pour qu'elles développent l'idée que c'est leur nouveau moi. Puis ça, c'est traumatisant. Moi, ça m'a dérangée parce que je me disais, mon Dieu, est-ce que je suis en train de devenir cette femme-là qui est intolérante, qui ne veut plus voir de monde, qui veut s'isoler, qui ne veut plus participer à la société, qui ne veut rien savoir de rien finalement, puis qui est toujours de mauvaise humeur? Tu sais, c'est-tu ma nouvelle moi, ça? Ça va-tu être moi pour les 40 prochaines années? Tu sais? Fait qu'il faut vraiment être consciente que c'est un passage temporaire pour pouvoir se rassurer sur le fait que non, c'est juste temporaire, c'est juste réactif. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme une peur de devenir une personne que je n'aimais pas, finalement. Mais je vous rassure, si c'est votre cas, ça va passer avec le temps. La chose qui m'a le plus surprise, c'est le phénomène de l'instinct maternel. Et là, vous me direz si jamais c'est pertinent pour vous aussi. En fait, quand on devient fertile, on sécrète des hormones reproductives qui ont un effet biologique, qui préparent notre corps à recevoir un enfant, mais aussi qui ont un effet biochimique, donc qui modifient la chimie de notre cerveau, qui fait en sorte qu'on devient des personnes qui aiment prendre soin, qui ont envie de prendre soin, qui ont l'instinct de prendre soin des autres. D'ailleurs, moi, j'ai la croyance de dire que nous, les femmes, ne sommes pas tant contrôlantes qu'avons cet instinct-là de prendre soin de tout ce qui nous entoure finalement. Et on prend soin de nos amis, on prend soin de nos parents, on prend soin de nos enfants, on prend soin des amis de nos enfants, on prend soin de la famille élargie. On est là pour les autres pendant toute cette période-là. Et quand arrive la préménopause et le changement hormonal qui va avec, bien, cet instinct-là maternel se dissipe. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime plus nos enfants? Non, c'est pas ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut plus s'occuper de nos enfants? Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'on a besoin que les gens qu'on a pris soin deviennent autonomes et responsables pour que nous, on puisse récupérer ce temps-là pour faire un repli sur soi puis penser à nous et faire l'introspection qu'on a besoin de faire. Ça arrive souvent, cette période-là, avec le empty nest, c'est-à-dire le phénomène où les enfants quittent la maison. Certaines femmes vont vivre avec beaucoup de détresse. Quand ma première fille est partie de la maison, ça m'a pris 10 mois à m'en remettre. J'avais tellement de la peine parce que là, je voyais ma famille se désintégrer. Ça ne serait plus jamais pareil. Puis, ça ne faisait pas mon affaire. Mais elle est partie un peu au début de ma préménopause. Puis, quand la troisième était encore à la maison, était la seule qui restait à la maison, j'avais hâte qu'elle s'en aille de la maison. Pas parce que je ne l'aimais pas parce que je ne voulais pas m'en occuper. C'est juste que je trouvais ça vraiment très difficile à chaque fois qu'elle me remettait dans une position maternelle. Quand elle
par exemple, par son comportement, elle me renvoyait dans mon rôle de maman, de prendre soin, de discipliner, de guider, d'encourager. Puis souvent, dans ce temps-là, ce n'était pas tant positif, on s'entend, là. Fait que, tu sais, de contrôler ou Ça, là, ça me mettait dans un état épouvantable. Puis je me trouvais tellement terrible de vivre ça à l'intérieur de moi, mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait après. J'ai su que c'était ça. Et après, il a fallu que j'aille une discussion avec ma fille pour lui dire, je suis désolée, mais c'était ce phénomène-là qui s'exprimait de cette façon-là. Parce qu'elle a vraiment eu l'impression que je ne voulais plus m'occuper d'elle, qu'à la limite, je ne l'aimais plus. Mon Dieu, c'est épouvantable pour un enfant de sentir ça. Mais non, c'était juste mon besoin de passer à une autre étape dans notre relation, qu'elle devienne complètement autonome et responsable d'elle-même pour que moi, je puisse me consacrer à d'autres choses que de prendre soin d'enfants. Et même, je vous ai raconté tantôt que mon mari avait un petit, il l'a encore en fait, son fils qui va avoir 11 ans bientôt. Quand on s'est rencontrés, le petit avait 3 ans. Puis, je n'étais pas encore tant en préménopause, en tout cas pas dans le pic de la difficulté que j'ai eue par rapport à ça. Et j'étais super contente qu'il y ait une addition d'un autre petit enfant. J'avais travaillé toute ma vie avec les enfants. Pour moi, là, les enfants, c'est la vie. Je connais ça. J'étais à l'aise, j'étais contente. C'était vraiment le fun. Mais 2 ans après, là, j'étais plus capable de vivre ce rôle-là. Je ne voulais pas être une belle-mère. Je ne voulais plus être une belle-mère. Quand ce petit coco-là d'amour arrivait à la maison, c'était lourd, c'était long les fins de semaine. C'était complètement en contradiction avec ce que je voulais faire, en fait, 2 ans avant, c'est-à-dire ne serait-ce. Mais c'est juste parce que je n'avais pas le goût d'être dans un rôle de maman qui prend soin d'un petit enfant. Et il a fallu que je travaille fort sur mon rôle de belle-mère parce que je l'aime profondément, cet enfant-là, puis je ne voulais pas lui faire vivre du tout cet état-là que je vivais, puis je ne voulais pas qu'il ne se sente pas aimé, puis pas accepté, puis pas bienvenu, là, jamais de la vie. Mais ça a été un grand travail et c'est quand j'ai compris que je passais à travers ce processus-là que ça l'a dédramatisé la chose et que j'ai pu travailler ça avec beaucoup plus d'aisance. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire face à cette situation-là psychologique et émotionnelle? On a besoin de calme, on a besoin de temps toute seule, on a besoin d'espace personnel et de créer des routines qui vont nous faire du bien à l'âme. Ce besoin-là est assez fort que pour beaucoup de femmes, on va se mettre à faire du désencombrement, on va avoir envie de vendre, de changer de décor, de déménager. On va vraiment avoir envie de faire de la place autour de soi, comme pour se créer une bulle nouvelle, puis une bulle de calme, puis de passer moins de temps à s'occuper des objets, puis plus de temps à s'occuper de soi. Il y a beaucoup de gens qui déménagent pendant cette période-là. Donc, quelles huiles essentielles on va utiliser dans ces moments-là qu'on va avoir réussi à se créer. Puis je vous encourage, si c'est votre cas, si c'est ce que vous sentez, de vous créer un espace à vous à la maison, de vous créer de l'espace dans votre agenda aussi pour avoir du temps toute seule. Ça va vraiment être salvateur, ça va vraiment vous aider à vous poser, à prendre soin de vous, puis après ça, à être plus disponible que vous le seriez finalement si vous n'auriez pas pris soin de vous à ce titre-là. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé les huiles essentielles, bien entendu, je vous l'avais dit, et ça, c'est les huiles que j'ai utilisées. Donc, pour susciter le calme en soi, j'ai beaucoup utilisé des huiles qui sont calmantes, qui sont anti-anxiété. Je ne sais pas si anxiolytique, le mot, j'ai comme un blanc de mémoire, mais ce sont des huiles qui vont vraiment travailler à l'intérieur de ça pour tout calmer notre système. Donc, la lavande, le ylang-ylang, le vétiver, ces 3 huiles-là, c'est des huiles que je mix and match, que je peux utiliser seule, que vous pouvez utiliser seule, mais que vous pouvez aussi mélanger. Si vous mélangez lavande et ylang-ylang, vous allez voir, ça sent là, parfumé, ça sent super bon. Le vétiver, c'est une huile très puissante pour s'ancrer en soi, pour créer un calme profond. Je le mélange avec les 2, lavande et ylang-ylang aussi, particulièrement en diffusion.
La bergamote, c'est une huile qui est très, très, très puissante au niveau de calmer l'anxiété. Donc, elle sent frais, elle est vraiment super agréable. Donc, elle aussi, je l'utilise en diffusion. Et pour favoriser l'introspection ou créer une atmosphère vraiment là, propice à respirer puis à faire des routines de soins de l'âme que je vais vous parler tout de suite après. Le mélange balance est très équilibrant. Il sent un peu là, le sapinage, donc c'est une odeur super agréable. L'encens, bien entendu, c'est utilisé depuis la nuit des temps dans toutes les pratiques méditatives pour se connecter à soi-même. Je vous ai mis le sapin de Sibérie parce que pour illustrer en fait le fait que toutes les essences de conifères ou de sapins, c'est des senteurs qui vont vraiment nous ancrer. C'est des senteurs de nature, donc de connexion. Donc, tout ce que vous avez qui peut sentir, là, le sapinage, ça va vraiment vous aider à vous connecter. Moi, j'aime bien mélanger sapin de Sibérie avec balance dans mon diffuseur. C'est délicieux comme odeur. Et on a le mélange d'huile essentielle Peace qui donne l'effet que son nom porte. C'est une huile qui est vraiment elle est forte à l'odeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça sente efficacement. C'est une huile qu'on peut trouver aussi en roll-on, donc mélangée avec de l'huile fractionnée de coco. Donc, on peut là, apposer là, sur les points de friction. La même chose que adaptive, finalement, qu'on utilise en diffusion ou sur soi. Évidemment, on peut tout utiliser ces huiles-là sur soi ou en diffusion. Moi, pour créer une atmosphère où je vais pouvoir faire de l'introspection, j'aime beaucoup la diffusion parce que les particules aromatiques entrent dans la fosse nasale en les respirant, connectent avec le nerf olfactif, qui est branché directement sur le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Donc, ça provoque un changement très efficace au niveau de l'humeur, au niveau des sentiments qu'on éprouve, vont élever nos vibrations, donc vont nous permettre de faire un travail sur soi beaucoup plus efficace. Donc, les routines de soins de l'âme, ça peut être aussi simple que méditation, yoga, écriture, faire du journaling, qui est un peu de l'écriture, mais différemment, aller marcher dans la nature. Peu importe la technique que vous utilisez, un bon bain chaud le soir, ça va vous aider à faire la paix et le calme en vous. Et ces huiles-là, je les trouve très efficaces pour ça. Maintenant, on va aller dans les symptômes physiques. Le symptôme le plus encombrant, je dirais, ce sont les chaleurs. C'est celui qu'on en entend tout le temps parler. En fait, il y a 70 à 85 des femmes qui ont des chaleurs. Les chaleurs durent en général 1 à 5 minutes et les chaleurs nocturnes, elles vont apparaître généralement vers 3-4 heures du matin. L'intensité des chaleurs serait attribuable majoritairement à votre état de stress, d'anxiété et à la sécrétion d'adrénaline dans votre corps. Donc, outre ça, les choses qui peuvent aggraver les chaleurs, c'est votre alimentation. Donc, si vous consommez beaucoup de sucre raffiné, des produits préparés, si vous fumez la cigarette, si vous mangez très épicé, si vous prenez de l'alcool, mais ce n'est pas normalement, c'est correct de prendre un verre de temps en temps, mais observez l'effet que ça vous fait, par exemple. Observez aussi l'effet que la caféine fait dans votre corps et les breuvages chauds. Souvent, surtout l'hiver, on a tendance à boire beaucoup de breuvages chauds, mais ça n'aide pas au niveau des chaleurs. Donc, en faisant attention à tout ça, on peut avoir un certain indice de points d'action pour diminuer les chaleurs qui sont vraiment très encombrantes. L'alimentation reste une des pistes les plus importantes. Je ne vous nommerai pas tous les aliments à consommer pour diminuer les chaleurs, mais sachez que le soja, c'est quelque chose qui est documenté là, souvent. Si jamais le besoin se fait sentir d'avoir un atelier sur les aliments qui vont faire en sorte que vous aurez moins de chaleur, on organisera ça par après. Maintenant, sachez que les femmes, il y a une étude qui a prouvé que les femmes qui faisaient de la méditation à chaque jour
voyaient les chaleurs diminuer de 90 %. Hey, c'est pas rien, 90 %. Le fait d'avoir un surplus de poids aussi, ça va avoir une incidence sur la durée et l'intensité des chaleurs que vous avez. Tout est relié, finalement. À côté des chaleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a comme notre thermomètre interne qui est complètement désynchronisé. C'est-à-dire qu'on a froid 5 minutes, on a chaud 5 minutes, on a froid encore 5 minutes, on a chaud 5 minutes. On dirait que la balance arrive difficilement là, à un état stable où on est bien. Donc, ouvre la fenêtre, mets le chauffage, ouvre la fenêtre, mets le chauffage. C'est vraiment pas facile pour l'entourage, mais on le vit comme ça. Ce qu'on peut expérimenter aussi, c'est d'avoir les pieds et les mains froids, d'avoir toujours froid aux pieds et aux mains. À un moment donné, moi, c'était les pieds, j'avais toujours froid aux pieds et j'étais incapable de m'endormir. Même si je sortais d'un bain chaud, je me glissais dans mon lit et je gelais des pieds et ça m'empêchait de m'endormir. Donc, j'ai acheté des bas chauffants et je les partais très doucement là, pour avoir la possibilité de m'endormir calmement sans avoir froid aux pieds. Puis, il y avait comme une minuterie. À un moment donné, il arrêtait de chauffer. Puis, je pouvais faire ma nuit comme ça. Mais au départ, il fallait vraiment que je me réchauffe les pieds. Maintenant, pour les chaleurs, on peut aussi voir ça d'une façon différente. Puis, je vous l'offre parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette quand j'ai pris connaissance de ça. En fait, on peut modifier notre façon de voir les chaleurs comme un exercice de purification. C'est-à-dire, les moines bouddhistes font souvent l'exercice de faire de la méditation et de faire circuler leur énergie en partant du premier chakra et en montant vers la tête et vers le ciel, si vous voulez. Fait qu'ils font vraiment circuler l'énergie de cette façon-là et c'est un exercice pour eux ou un rituel de purification. Et si on associe ça aux chaleurs, bien, à chaque fois qu'on a une chaleur, on peut aussi l'avoir et l'interpréter comme si c'était une façon pour nous de libérer des choses, de nettoyer notre corps, de purifier notre énergie. Donc, c'est la même chose. Les chaleurs partent de l'intérieur de soi jusqu'à l'extérieur et souvent par la tête en dernier. Donc, si une chaleur arrive et que vous êtes reconnaissant parce que cette chaleur-là est en train de purifier votre être, bien, peut-être que vous allez la trouver moins heavy metal parce que vous lui associez un côté positif. Maintenant, quelles sont les huiles à utiliser pour les chaleurs? En fait, ce qu'on veut, c'est diminuer les chaleurs, la quantité puis l'intensité, et on veut se rafraîchir. C'est ça qu'on veut. Je vous offre, en fait, deux recettes, si vous voulez. Au niveau de diminuer la quantité et l'intensité des chaleurs, il y a eu énormément de témoignages associant les produits suivants, c'est-à-dire sérénité, balance et claricalme utilisés ensemble. Donc, sérénité, c'est un mélange maison de chez doTERRA qui vise à nous calmer et à nous amener vers le sommeil. Balance, c'est un mélange qui vise à équilibrer l'organisme et les humeurs. Et le mélange claricalme, c'est vraiment un mélange fait pour les femmes, pour contrôler et aider tout ce qui est des affectations féminines. Donc, la ménopause en particulier, c'est un mélange super puissant. Donc, si vous voulez y aller pour la totale, vous pouvez utiliser ces trois produits-là en même temps. Nous, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter avec ma mère, que je vous disais qu'elle a vraiment des chaleurs super intenses. C'est ça qu'on travaille en ce moment. Donc, quelques gouttes de sérénité, de balance que vous appliquez en arrière des oreilles, poignets, avant-bras, en dessous des pieds, en arrière des genoux, dans l'aine et sur la nuque. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous en mettre sur la colonne vertébrale aussi, vous en appliquez autant de fois par jour que vous avez des chaleurs et tranquillement, vous allez voir que les chaleurs vont diminuer.
Donc, pourquoi est-ce qu'on met ça aux endroits que je vous ai mentionnés? En fait, c'est juste parce que le réseau sanguin est très proche de la peau. Donc, en appliquant des huiles à cet endroit-là, ça va pénétrer très rapidement dans votre système sanguin et se répartir dans votre corps de façon optimale. Maintenant, un spray rafraîchissant, c'est toujours pratique quand on a une bouffée de chaleur, ça fait vraiment du bien. Donc, une petite recette impliquant géranium, menthe poivrée et sauge sclarée. Donc, dans de l'eau d'amamélis et dans une bouteille de spray. Si vous utilisez une bouteille en plastique, faites attention que la bouteille ait la mention DEP dessous parce que sinon, vos huiles essentielles vont interagir avec le plastique et ça va nuire à leur efficacité. Et vous pouvez garder ce mélange-là, si vous voulez, au frigo pour plus de fraîcheur encore. Si vous n'avez pas ces 3 huiles-là et que vous avez juste de l'amande poivrée, mettez de l'amande poivrée à la limite dans de l'eau. Ça peut être ça aussi, dans une bouteille en verre, si c'est possible, qu'elle soit brune ou bleue. Donc, que la lumière n'atteigne pas l'huile essentielle pour ne pas la désintégrer, si vous voulez. Ou une bouteille de plastique, comme je vous ai dit, avec la mention DEP. Vous gardez ça au frigidaire et vous splouchez là, vraiment là, le décolleté, les avant-bras aussi, dans le haut du dos également, là, les zones que vous pouvez atteindre. Un bon truc aussi pour soulager les bouffées de chaleur, c'est de vous mettre une serviette, une petite débarbouillette trempée dans de l'eau froide sur les poignets, une de chaque côté. Ça va faire diminuer votre température corporelle vraiment très efficacement. Alors, voilà pour les chaleurs. C'est sûr que des recettes pour les chaleurs, j'en ai tout plein. Là, je vous ai mis les 2 les plus efficaces, à mon avis. Et si jamais vous avez envie d'avoir plus de recettes, bien, on communiquera ensemble par la suite. Bien entendu, passer d'un état de fertilité à un état de non-fertilité, ça implique le dérèglement des menstruations. Donc, les menstruations peuvent être soit beaucoup plus intenses, soit beaucoup moins intenses, peuvent être beaucoup plus présentes, c'est-à-dire beaucoup plus souvent menstruées, comme vous pouvez arrêter d'être menstrué pendant des périodes de quelques mois, puis tout d'un coup, vous êtes menstrué, puis après ça, bon, on recommence à nouveau pour recalculer jusqu'à ce que ça fasse 1 an. Ça dépend vraiment des femmes. Ça peut être très invalidant, par exemple, pour les femmes qui atchoument et remplissent leurs serviettes. C'est vraiment très, 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 très envahissant dans une vie. Donc, on désire que ça diminue. Ça va être pire si on a un surplus de poids par rapport aux désagréments qu'on vit par rapport aux menstruations. Évidemment, la diète, c'est-à-dire l'alimentation qu'on a et l'exercice vont avoir une grande influence sur ce fonctionnement-là. Et il faut savoir aussi que même si on n'est pas menstrué ou qu'on est menstrué sans arrêt, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être 1 mois menstruées dans cette période-là, notre cycle féminin continue quand même. Fait que je vous invite à porter une attention à ça. C'est-à-dire que, mettons, dans le cas où on est régulière, il y a une période où on est en SPM, donc plus sensible. Il y a une période où on est plus fatigué. Il y a une période où on est beaucoup plus énergique. Il y a une période où on est hyper créative. Et c'est un cycle qui se répète comme ça à chaque mois ou à chaque période, en fait, parce qu'on n'est pas tous synchronisés sur le même nombre de jours. Donc, je trouve ça intéressant de porter notre attention là-dessus parce que même si on n'a plus de menstruation, qu'elles sont incessantes, comme je vous le disais, ce cycle-là continue aussi. Puis, d'arranger votre agenda en fonction de ça va faire en sorte que vous allez avoir une production dans la vie qui est beaucoup plus facile et effective. Donc c'est ça. Observez comment ça se passe pour vous, puis placez vos activités dans les zones qui correspondent le plus à l'état dans lequel vous sachez que vous allez être. Sachez aussi que ce n'est pas anormal que les femmes développent des fibromes pendant cette période-là aussi. 40% des femmes, en fait, vont développer des fibromes. Donc, c'est important de consulter son médecin quand on commence à se rendre compte que les menstruations sont différentes.
Quelles huiles utiliser pour aider à équilibrer, parce que le but, c'est équilibrer, que ce soit en plus ou en moins. Les grands gagnants, évidemment, c'est la sauge sclarée et claricane qui contient de la sauge sclarée notamment. C'est des huiles qui sont œstrogènes-like et donc qui vont agir comme de l'œstrogène dans notre corps. Si jamais vous avez eu un cancer hormonodépendant, si jamais vous avez eu des problèmes avec des fibromes, par exemple, consultez votre médecin avant de consommer ces huiles-là. D'accord? Très, très important. Sinon, ça va être des huiles qui vont être très puissantes pour rétablir l'équilibre dans votre corps. Maintenant, si vous avez des menstruations difficiles ou douloureuses, on a la lavande et le géranium qui sont très efficaces au niveau des spasmes utérins. Donc, tu sais, quand on a mal au ventre, quand on est menstrué puis que ça travaille, ces deux huiles-là sont extraordinaires. On a la camomille romaine qui est un antidouleur très puissant et la menthe poivrée qui a un effet rafraîchissant et antidouleur également. Donc, c'est des huiles qu'on peut utiliser quand nos menstruations nous font des misères. Un autre phénomène qu'on va voir, c'est l'insomnie quand on devient en préménopause. Et bien entendu, quand on ne dort pas, il n'y a plus rien qui marche. On s'entend. J'ai travaillé de nuit pendant 8 ans. Je sais qu'est-ce que ça fait de ne pas dormir comme il faut. Je pense même que je vais faire une semaine sur le sommeil parce que j'ai trop appris de choses par rapport à ça et c'est vraiment intéressant. Maintenant, il faut savoir que si on fait de l'insomnie en préménopause, ça peut être relié à notre niveau de stress et d'anxiété. D'accord? Donc, ça, c'est de toute façon pour tout le monde. Quand on vit des choses qui nous mettent dans ces états-là, le sommeil ne vient pas rapidement. Ce que ça fait, par exemple, quand on est beaucoup dans le stress et l'anxiété, c'est que ça peut décaler la sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est une hormone qu'on sécrète naturellement et c'est une hormone qu'on a besoin parce que c'est celle qui met la machine en marche. Le cortisol est sécrété à partir d'à peu près 6 heures le matin et c'est ça qui nous met en état d'éveil. C'est ça qui nous fait, qui part le système digestif, les intestins, puis qui nous met qui injecte de l'énergie pour qu'on puisse commencer notre journée. Donc, comment ça se sécrète en termes de cycle? C'est que ça commence le matin vers 6 heures. Vers midi, c'est le moment où on devrait être le plus en énergie parce que c'est le plus haut taux de cortisol. Ça diminue dans l'après-midi, d'où notre petit creux où on aurait envie de faire une sieste dans l'après-midi. On a un pic encore de cortisol vers 6 heures le soir. Et après ça, ça descend tranquillement pour faire place à la mélatonine qui est l'hormone inverse du cortisol. La mélatonine est sécrétée pour préparer notre corps au sommeil. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on est en préménopause, ce cycle-là va se décaler un peu, ce qui veut dire qu'on va sécréter du cortisol beaucoup trop tard, on va s'endormir trop tard et quand arrive le matin, le cortisol n'est pas sécrété à la bonne heure, donc on se réveille puis on a l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Donc, cet inversement-là fait en sorte qu'on est comme toujours à côté de nos pompes. On est comme toujours un peu fatigué, on est comme toujours un peu à la traîne parce que c'est déréglé dans notre corps. Maintenant, il faut savoir aussi et accepter que quand on avance en âge, notre cycle de sommeil peut se décaler de plusieurs heures aussi. Comme les adolescents, par exemple, qui, eux, vont être éveillés assez tard puis ils ne se réveilleront plus le matin, bien, c'est leur cycle de sommeil normal qui est déplacé. Ça se replace quand ils deviennent plus vieux, à l'âge adulte. Bien, c'est la même chose quand on avance en âge, notre cycle de sommeil se déplace également. Donc, en sachant ça, si vous pouvez vous organiser pour faire suivre vos activités avec ce décalement-là, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas toujours possible, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui peut se passer dans votre cas. C'est sûr qu'on a des interruptions aussi quand on est en préménopause. On va faire pipi aux heures la nuit et on a des chaleurs nocturnes qui nous réveillent et que si vous avez des chaleurs super intenses, bien entendu, change le pyjama, change les draps. C'est vraiment une interruption assez intense pour vous empêcher de retomber dans le sommeil très rapidement.
Le manque de nutriments aussi dans notre corps peut faire en sorte qu'on n'a pas un sommeil de qualité. Puis tantôt, je vais vous donner mon ingrédient magique pour ça. Évidemment, si on ne dort pas bien, ça se répercute sur le niveau de fatigue qu'on a dans la journée et sur le niveau d'énergie qu'on a aussi dans la journée. Donc, des fois, c'est un peu difficile de faire nos journées quand on est en préménopause à cause de ça. Donc, je vous ai mis mes huiles préférées pour le sommeil. Je pense que je connais 20 huiles essentielles minimum là, pour le sommeil, mais je vous mets les huiles que moi j'ai utilisées, que j'ai éprouvées et qui m'ont aidé pour de vrai. Donc, lavande, ylang-ylang et vétiver, on en a parlé tantôt. Ce sont des huiles extrêmement puissantes. Vous pouvez les utiliser en les mettant dans votre bain. Si vous prenez un bon bain chaud, prendre un bon bain chaud, ça fait partie d'une bonne routine pour le sommeil. Donc, ne pas les mettre dans du sel d'Epsom parce que ça ne se dilue pas dans l'eau quand on les met avec du sel d'Epsom, malgré ce que tout le monde en dit. En fait, pour avoir une dilution à la grandeur de votre eau de bain pour qu'elle puisse pénétrer dans votre peau puis faire l'effet, vous pouvez simplement mettre vos huiles dans un capuchon de shampoing ou de savon pour le corps. Et ça va se diluer partout dans l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le sel d'Epsom, ça fonctionne pareil? C'est juste parce que les huiles, on n'en met pas beaucoup souvent, genre 5-6 gouttes, peut-être 10 gouttes, puis elles flottent à la surface, mais ce n'est pas assez de gouttes pour nous affecter finalement si on est en contact direct et on a une certaine sensibilité. Puis ça sent quand même bon. Fait qu'on a l'impression que ça fait effet, mais dans le fond, non. Donc, si on les dilue dans un dispersant efficace qui va vraiment défragmenter l'huile et la transporter partout dans l'eau, à ce moment-là, elle va pouvoir pénétrer dans votre peau de façon optimale. Donc, c'est ça. Si vous utilisez, mettons, un bon 20-30 gouttes, parce que là vous voulez vraiment bien dormir ce soir, puis vous voulez mettre la totale, bien, à ce moment-là, utilisez un moyen efficace pour que ce soit vraiment efficace pour vous. Le sel d'Epsom, by the way, c'est vraiment très bon de prendre un bain avec ça. L'un n'empêche pas l'autre. Le sel d'Epsom, en fait, c'est du magnésium et le magnésium est excellent pour la régénération musculaire et c'est excellent aussi pour le sommeil. Donc, si vous pouvez mettre une bonne tasse là, ou deux de sel d'Epsom dans votre bain avec des huiles essentielles dans un bon dispersant, ça va être une recette vraiment gagnante là, pour vous amener vers le sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui aimait particulièrement l'odeur de l'eucalyptus, vous pouvez utiliser de l'eucalyptus citronné, pas l'eucalyptus globulus, là, celui qu'on utilise pour les rhumes. Celui citronné est efficace aussi pour vous amener vers le sommeil. Et j'attire votre attention sur la bergamote. J'adore la bergamote et c'est l'huile essentielle qui va stimuler entre toutes les autres huiles, la production de mélatonine, laquelle on a besoin pour aller vers le sommeil. Donc, en utilisant de la bergamote, c'est important de ne pas se tirer dans le pied. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous écoutez la télé, vous êtes sur votre écran ou votre cellulaire 2 heures avant d'aller dormir, bien, ces lumières-là vont empêcher la sécrétion de mélatonine et vont retarder la sécrétion de cette mélatonine-là de 2-3 heures. Donc, si vous utilisez de la bergamote puis que vous êtes sur votre cellulaire, vous êtes contre-productif. Donc, c'est important de l'utiliser à bon escient. Pour maximiser l'effet de la bergamote, ce que je fais, c'est que je vais l'utiliser, je vais en appliquer sur les points de pulsion, comme je vous ai dit tantôt, à toutes les demi-heures pendant 2 heures avant d'aller me coucher. Et en allant me coucher, je vais avoir pris soin de mettre dans mon diffuseur mes mélanges préférés pour le sommeil, peut-être genre 1 heure avant de dormir pour qu'il y ait suffisamment de particules dans l'air pour que quand je vais me coucher, ça soit efficace également. Vous pouvez laisser fonctionner votre diffuseur pendant la nuit si vous êtes confortable avec ça. Pour ma part, moi, je n'aime pas beaucoup ça, mais je m'occupe de saturer l'air de la chambre avant d'aller me coucher pour en respirer le maximum d'effet avant que ça se dissipe. Et quand ça se dissipe, je suis endormie, donc la job est faite. Donc ça, c'est mes huiles préférées pour le sommeil.
Alors, le gain de poids est un autre phénomène de la préménopause. Généralement, on prend du poids à l'abdomen et sur les hanches pour les femmes qui vieillissent en âge. Donc, qu'est-ce qui fait que vous preniez du poids? Ça peut peut-être juste être de ne pas avoir revisité ses besoins nutritionnels ou alimentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à manger comme quand on avait 20 ans. On ne va pas porter attention à ses choix alimentaires. On va continuer à manger beaucoup plus que notre réel besoin, en fait. On ne s'écoute pas. On n'écoute pas notre faim. Donc, je vous invite simplement à réévaluer votre alimentation si ça peut vous aider pour choisir une façon de vous alimenter qui sert votre corps, qui vous met en énergie, qui vous fait sentir bien et qui nourrit la vie en vous. Fait que vous adoptiez n'importe quel mode d'alimentation, méditerranéen, keto, végé, vegan, peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que l'alimentation fait dans votre corps et de revoir aussi les quantités de nourriture que vous mangez. Moi, avant, évidemment, je mangeais 3 fois par jour parce que j'avais les enfants, puis tout ça, puis c'était le rythme, puis je travaillais à l'extérieur, puis bon, j'avais besoin de m'alimenter à ce rythme-là, ça me faisait. Mais je me rends compte aujourd'hui que je peux manger 1 ou 2 repas, puis c'est suffisant, mais j'aurais jamais cru ça. Tu m'aurais dit, il y a, je ne sais pas, moi, 5 ans, tu vas manger juste 1 ou 2 repas par jour, j'aurais crié famine parce que ça ne rencontrait pas les besoins de mon corps. Maintenant, par exemple, manger 3 fois par jour, c'est beaucoup trop. Donc, on peut prendre du poids juste parce qu'on n'a pas pris la peine de se pencher sur nos réels besoins aujourd'hui. Évidemment, en prenant de l'âge aussi, on peut avoir besoin de prendre un petit peu plus soin de sa digestion. Tu sais, on va commencer à avoir de la difficulté à digérer certains aliments. On va avoir des reflux gastriques. On va avoir, tu sais, on va voir que notre système digestif fonctionne différemment et il faut faire attention à ça et bien le soigner. Tantôt, je vous ai parlé du soya dans le cas de la préménopause. Bien, il y a d'autres aliments, je vous l'ai dit, qui peuvent être pertinents pour vous aider à traverser cette période-là. C'est facile à trouver sur Internet anyway. J'apporte votre attention sur la déshydratation. Quand on avance en âge, selon les études, on ressent moins physiquement la sensation de la soif et on est plus sensible à la déshydratation. Et la déshydratation, c'est une cause de fatigue énorme dans la vie. Quand là, vous avez des coups de fatigue, prenez un bon grand verre d'eau, vous allez voir, ça va vous recrinquer. Si vous êtes une certaine période où, tu sais, comme la vie est lourde, là, ben peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau pendant cette période-là et que ça va se rétablir juste en vous hydratant comme il faut. En fait, il y a certaines écoles de pensée qui vous proposent un certain calcul pour calculer le ratio d'eau à prendre pendant votre journée. En fait, ça peut être intéressant pour vous guider si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas tant boire de l'eau ou pas boire tant en général. Donc, le ratio, si je me souviens bien, c'est vous divisez votre poids en livres en 2. Et ça vous donne le nombre d'onces d'eau à boire par jour, minimum. Maintenant, est-ce qu'on peut boire trop? Est-ce qu'en buvant trop, on élimine un surplus de vitamines et minéraux par l'urine? Non, ça, c'est pas vrai. Fait que si vous avez soif pour plus que votre ratio d'eau, vous buvez, là. Vous vous empêchez pas de boire. Une chose qu'on arrête de faire aussi quand on est super occupé, parce que c'est une période de vie où on est relativement actif, c'est de faire de l'exercice. L'exercice, là, ça fait bouger tous vos organes internes, ça vous fait prendre des grandes bouffées d'air frais si vous le faites dehors. Ça va faire en sorte que vous allez conserver du tonus, mais malheureusement, on néglige ça. C'est sûr qu'il y a il faut savoir qu'il y a 2 façons de faire aussi au niveau de l'exercice. Il y a l'exercice physique qui va vous maintenir en état, l'exercice physique, c'est de bouger son corps.
c'est d'augmenter ses battements cardiaques. Peu importe ce que vous faites, la marche, c'est de l'exercice physique. Grimper en montagne, c'est de l'exercice physique. Et il y a l'entraînement physique. L'entraînement physique, c'est de faire des exercices répétés dans le but de provoquer des micro-fissures dans vos muscles pour en augmenter la masse. Donc, c'est deux choses très différentes. Vous n'avez pas besoin de faire de l'entraînement physique si ça ne vous tente pas d'en faire puisque vous n'aimez pas ça. Faire de l'exercice, c'est suffisant pour maintenir une bonne santé. Je tenais juste à le préciser parce que quand on dit aux gens faites de l'exercice, ils s'imaginent s'abonner au gym et aller lever des poids, puis ce n'est pas ça que votre corps a besoin tant. Si vous voulez faire ça, c'est parfait, mais sinon, ce n'est pas la base que vous avez besoin. Donc, pour soutenir notre métabolisme, notre digestion, notre foie et nous hydrater, voici mes trucs préférés. Alors, au centre, on a les capsules Thérasym de doTERRA. C'est des enzymes que vous prenez à chaque fois que vous mangez un repas et qui vont vous aider à digérer les glucides et les protéines. Donc, moi, quand j'ai commencé à prendre ça, j'ai vu une très grande différence sur ma façon de digérer et comment je me sentais après les repas. Tu sais, par exemple, moi, je suis très réactive aux glucides. Donc, si je mange un spaghetti ou 2 toasts, là, après ça, là, je m'endors. Puis, je sens que mon énergie est toute dirigée vers mon estomac parce que ça travaille fort. Mais en prenant Thérasym, ça a diminué cet inconfort-là et ce travail acharné-là que mon estomac faisait pour digérer ce que je venais de manger. Donc, c'est un produit super, super, super efficace pour assurer une bonne gestion de ça. Le produit Zengest, le mélange d'huile Zengest, c'est miraculeux. C'est vraiment fantastique. C'est une de mes huiles préférées. Si vous avez mal au ventre parce que vous avez trop mangé ou parce que vous ne digérez pas ce que vous avez mangé, si vous avez des ballonnements, des gaz, de la constipation, de la diarrhée, whatever, c'est l'huile à consommer. Ça m'a sauvé de sérieux hangover aussi, cette huile-là, parce qu'elle est vraiment efficace. Donc, quand vous sentez un malaise, peu importe ce que c'est, une petite goutte sous la langue et quelques gouttes sur la peau de l'abdomen à l'endroit où ça vous fait mal, je vous garantis 15 minutes, là, ça va avoir changé votre situation. Donc, ça, c'est des produits vraiment chouchous. Maintenant, au niveau du soutien du métabolisme, on a un mélange d'huile qui s'appelle Slim & Sassy qui est excellent pour soutenir le métabolisme. Moi, j'aime beaucoup le prendre dans l'eau, dans les boissons que je me crée à tous les jours pour m'hydrater, mélangé avec de la menthe verte qui est excellente pour le système digestif et du citron qui est excellente pour le foie. Donc, la prochaine vignette, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais comme recette et je mélange ces trois-là. Il faut savoir aussi que la cellulite est une préoccupation pour les femmes de notre âge, bien entendu, et le Slim & Sassy est excellent pour diminuer la cellulite. Donc, on l'applique sur la peau, sur les zones qu'on veut travailler en massage et ça fait vraiment une belle job. Je me suis rendu compte également avec le temps que les cravings qu'on a là, pour le sucre en particulier pendant la préménopause ou pendant les SPM pour les femmes qui sont encore menstruées, la menthe poivrée puis les sapinages, vous l'essayerez si vous en avez, mais moi, je ne peux pas respirer ça puis manger du sucre, là, ça ne se peut pas, là. Ça ne va vraiment pas ensemble. Fait que si jamais en soirée, vous avez envie de manger du sucre puis vous savez que vous ne pouvez pas, vous ouvrez une bouteille, vous respirez à travers la bouteille puis vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Je vous le donne comme un truc. Alors, ça, c'est une photo que j'avais faite dans une autre présentation pour illustrer comment je prépare mes breuvages. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ça, boire de l'eau plate ou de l'eau non aromatisée. Puis, on ne veut pas ajouter des produits chimiques à notre eau. C'est contre-productif également. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'aromatise mon eau avec des fruits, des légumes, des fines herbes et des huiles essentielles. C'est du mix and match. Vous mettez dans votre eau ce que ça vous tente de mettre. Moi, je mettais du basilic dans l'eau avec des fraises, par exemple, puis du Smart & Sassy, c'est comme genre merveilleux.
Souvent, je vais mettre, mettons, juste de l'eau avec du jus de citron, de l'huile essentielle de citron, Smart and Sassy, bien entendu, puis de la menthe verte. Ça goûte frais, c'est désaltérant, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez mettre des céleris, des concombres, tout ce qui vous inspire. Si vous mettez ça direct dans l'eau, mettons, avec des fruits et des légumes, vous laissez votre eau au frigidaire pendant, mettons, 24 heures pour que les saveurs infusent. Après ça, vous ajoutez vos huiles essentielles quand c'est le moment de boire votre eau. Évidemment, les huiles essentielles ne se diffusent pas dans l'eau tout partout, mais vous brassez avant de prendre une gorgée, tout simplement. Donc, j'ai rajouté ici d'autres huiles que j'utilise de temps en temps. Donc, la lime, le On Guard, qui a un petit goût épicé, là, vraiment super le fun. Et j'utilise du pamplemousse aussi à l'occasion, qui n'est pas sur la photo. Alors, un petit truc pour boire. Un problème qu'on rencontre aussi souvent parmi les femmes qui sont en période de préménopause, c'est le manque d'énergie. On est fatigué, on traîne la patte, tout devient difficile, on dirait à un moment donné, parce qu'on manque de gaz. Donc, le conseil que je vous donnerais au départ, c'est de revoir votre mécanique. Est-ce que vous avez tous les nutriments qu'il vous faut dans votre corps pour qu'il fonctionne bien? Est-ce que vous avez une bonne digestion? Est-ce que votre intestin va bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous hydratez? Est-ce que vous bougez? Donc, c'est comme la base, là, il faut revoir notre hygiène de vie pour générer de l'énergie à partir de ces points-là avant d'aller voir autre chose. Le manque d'énergie peut être aussi un désintéressement ou un ennui dans la vie. C'est quand les choses ne vont pas à notre goût, quand ça va mal, quand on fait des choses ça ne tente plus de faire, quand on est en train de vouloir changer des aspects de notre vie, bien, il y a comme un ennui puis un manque d'entrain qui s'installe parce que ça ne nous intéresse plus. Fait que ça, c'est à observer aussi. On va remarquer aussi qu'on a moins d'endurance pour faire les choses qu'on faisait avant. Tu sais, il y a 5 ans, on pouvait faire une journée de guerre puis être encore en énergie à 7 heures le soir. Puis là, rendu à cette étape-ci, bien, on est fatigué à 7 heures le soir. C'est comme on a moins d'endurance pour faire les choses. Donc, c'est une question de revoir là, justement qu'est-ce qui nous donne de l'énergie parce que une fois qu'on a dépassé ce stade-là, la plupart des femmes ménopausées disent « j'ai de l'énergie comme j'en ai jamais eu dans ma vie ». Fait que c'est pas l'énergie, la baisse d'énergie n'est pas nécessairement quelque chose qui doit rester, qui va rester. C'est pas obligé d'être comme ça. Fait que vous avez les moyens puis les pistes de voir qu'est-ce qui peut faire en ça, qu'est-ce qui tire votre énergie. Là. Tu sais, comme dans le siphon du bain, là, quand on enlève le bouchon, vous savez... Bien, des fois, il y a des situations qui nous font ça. Donc, c'est de juste se pencher sur la question puis d'apporter les correctifs qui nous importent. Maintenant, pour générer de l'énergie, bien entendu, on a aussi quelques huiles bien intéressantes. On a une huile qui s'appelle le Motivate qui vient en roll-on aussi, là, diluée avec un roulement à billes qui est bien, bien intéressant. Quand il y a quelque chose à faire que ça ne vous tente pas, genre faire le ménage, ben, une petite touche de Motivate, là, ça va vous mettre en entrain. Ça, c'est un produit qui est super efficace que j'aime beaucoup utiliser. Pour générer de l'énergie dans des périodes de grande fatigue, l'épinette noire, c'est une merveille. Merveille. Vous en mettez quelques gouttes pures sur les surrénales, comme dans le bas de votre colonne là, vis-à-vis les reins, sur la colonne, puis vis-à-vis les reins. Là, je suis en train de vous le montrer, puis vous ne me voyez même pas, c'est drôle. Mais appliquer là, au besoin plusieurs fois par jour, là, c'est quelque chose qui va vraiment générer une belle énergie chez vous. C'est vraiment un produit merveilleux. En plus, ça sent bon. C'est une odeur de sapin, bien entendu, de sapinage ou de conifère, peu importe. Et ça, c'est un produit c'est une odeur qui est énergisante et très ancrante, comme on a parlé tantôt là, avec les produits de sapinage et les produits de conifère. Maintenant, si vous voulez avoir un petit mélange boost efficace, le fun à faire, vous pouvez mélanger romarin, menthe poivrée et tangerine ensemble et les appliquer sur les points de pulsion. Donc, c'est quelque chose qui sent super bon et ça va vous mettre en énergie, ça va vous donner l'énergie de continuer ce que vous avez à faire là, avant de tomber fatigué.
Autre phénomène, perte de mémoire et brain fog, c'est-à-dire d'avoir l'impression que notre cerveau, là, il est comme jammé dans une espèce de watt, là, puis qu'on tourne la tête puis ça ne suit pas, là, ça fait partie des symptômes de préménopause. Moi, j'ai eu des pertes de mémoire assez importantes pour penser que je m'en allais vers l'Alzheimer, genre d'un bon pas. Et j'étais vraiment inquiète. À un moment donné, je me suis levée dans le milieu de la nuit et je n'étais même pas capable de me rappeler de quoi avait l'air ma maison. J'étais couchée dans ma chambre, dans ma maison, là. Je ne me rappelais pas de quoi qu'elle avait l'air. Et j'ai vraiment pris peur pour vrai. C'est assez effrayant comme sensation. C'était une période aussi où je n'étais pas capable de retenir un numéro de téléphone, même si on venait de me le dire dans les 3 dernières secondes. C'était impossible. Je ne concevais pas reprendre des cours de formation continue ou retourner à l'école pour apprendre d'autres affaires. Je me disais, je ne retiendrai rien, ça ne sert à rien. Tu sais, c'était vraiment très, très préoccupant. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, ça faisait partie des symptômes de préménopause. Et là, j'ai été grandement rassurée. Donc, si vous vivez des périodes où vous oubliez, vous changez de pièce puis vous ne savez pas qu'est-ce que vous alliez faire, c'est normal. Si vous manquez de focus, de concentration, c'est normal. Ça fait partie du processus de préménopause. Toutefois, on a des huiles quand même pour s'aider là-dedans et l'huile principale, c'est le romarin. D'ailleurs, le romarin acénéol, hein, by the way, ça dépend toujours du chémotype, là, mais celui de doTERRA est parfait pour ça. Il y a un docteur français qui s'appelle Jean-Pierre Willem qui a écrit un livre sur le traitement de l'Alzheimer avec les huiles essentielles et à partir des recherches que lui a fait et d'autres chercheurs, ils se sont rendus compte que le romarin avait la capacité de faire revenir la mémoire à des gens qui souffrent d'Alzheimer. Donc, c'est pas rien. Moi, ce que j'ai fait dans ce temps-là, c'est que je me suis procuré à toute vitesse une bouteille de romarin. Et ce que je faisais avant d'aller travailler, je travaillais de nuit, c'est-à-dire que le soir, je mettais 2-3 gouttes de romarin dans la paume de ma main. Je le frottais, je le respirais jusqu'à ce que ça ne sente plus. Ça pouvait durer 3-5 minutes, tout dépendant. Puis, je faisais ça tous les soirs. Puis, après 2-3 semaines, j'ai vraiment vu une différence. J'ai vraiment vu une différence. Je n'en revenais pas. Donc, pour ça, là, c'est le produit à consommer là, 100%. En plus, le romarin, c'est énergisant. Donc, ça a un double effet. Enfin, ça a plus d'effets que ça, là, mais ces 2 effets-là sont vraiment très intéressants. Pour le focus, pour la concentration, on a des produits super le fun aussi, le basilic, que moi, j'utilise moins parce que j'aime moins l'odeur, mais il est très efficace pour ça. L'amande poivrée pour, tu sais, comme on a de la difficulté à se concentrer, on est en train de faire quelque chose, puis là on dirait qu'on ne voit plus clair, là, se mettre du romarin, ça nous réénergise, ça fait comme un sentiment d'ouverture jusqu'au cerveau. C'est vraiment super le fun comme produit pour se refocuser sur ce qu'on est en train de faire. Et on a un produit qui s'appelle le Tinker, qui est un roll-on, qui fait partie de la gamme pour enfants, qui contient d'ailleurs de l'amande poivrée puis du romarin, entre autres, qui va aider à la concentration et au focus. C'est intéressant, ce produit-là, pour les personnes qui ont une certaine sensibilité aux huiles essentielles. Ça peut être une belle option. Maintenant, la libido prend le champ quand on est en préménopause. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, ça m'a fait ça. Et c'est tout à fait normal. En fait, ce qui arrive, c'est que le changement hormonal fait en sorte qu'on a moins de disponibilité par rapport à la sexualité. C'est sûr aussi que si on a des mood swings et qu'on est en train de remettre notre relation en question, bien, ça ne nous tente pas super de se rapprocher là, en dessous des couvertes après ça. Bien entendu, ça joue sur notre intérêt dans la chose. Évidemment, si on est dans un phénomène de repli sur soi, on a envie d'avoir le moins possible de gens qui interfèrent dans notre bulle, dont à ce sujet-là aussi. Ce qui arrive, c'est qu'on est moins réactive aussi. Donc, l'intensité qu'on éprouvait dans nos relations sexuelles peut diminuer franchement et on peut avoir une grande difficulté à atteindre l'orgasme. C'est normal, ça fait partie du processus. Ce n'est pas toutes les femmes qui vivent ça comme ça, mais ça arrive. Il y a aussi de la douleur qui peut arriver
pendant cette période-là. Donc, des fissures, la douleur pendant la pénétration, la sécheresse vaginale aussi, c'est un symptôme de préménopause très, très, très présent chez les femmes, donc des problèmes de lubrification. Donc, c'est difficile, ce côté-là. Si vous avez eu une sexualité satisfaisante puis que tout d'un coup, ça ne fait plus, bien, c'est stressant pour le conjoint, bien entendu, parce qu'il se remet en question, parce que ça crée des frustrations, des manques, tout ça. Fait qu'il faut prendre soin de cet aspect-là du mieux qu'on peut pendant cette période-là. Donc, ce qu'on a besoin, en fait, c'est juste de garder un contact confortable avec la personne avec qui on est. Donc, par contact, je pense, entre autres, à se faire des massages et à utiliser les huiles en ce sens-là. L'huile fractionnée de coco qu'on a chez doTERRA, là, elle est vraiment parfaite pour le massage. Elle est douce, elle glisse, puis elle n'est pas grasse. Elle est vraiment très agréable. Et les produits qui vont avoir un effet plutôt aphrodisiaque sont en particulier le ylang-ylang et le cassia, la cannelle de Chine. Donc, il y a des molécules qui ont ces propriétés-là à l'intérieur de ces huiles-là. On a des produits le fun aussi, comme le mélange d'huile Passion, qui va vraiment nous mettre dans un état de disponibilité plus le fun, et la rose également. C'est sûr que la rose en huile essentielle, elle est extrêmement chère. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de pétales de rose pour produire très peu d'huile essentielle, mais on a un roll-on qui est vraiment abordable avec de l'huile essentielle de rose. Et l'huile essentielle de rose, c'est l'huile essentielle qui a le plus haut taux vibratoire parmi les huiles essentielles. Donc, d'appliquer cette huile-là va augmenter votre propre taux vibratoire et probablement avoir un effet super intéressant sur votre disponibilité. Maintenant, j'ai mis la camomille romaine parmi ces produits-là parce qu'il y a une étude qui est sortie assez récemment de chercheurs qui ont utilisé la camomille romaine en suppositoire vaginal pour traiter les femmes qui souffrent de sécheresse vaginale, et il semblerait que c'est merveilleux, que c'est super, super efficace. Donc, je vous le laisse en truc ici. C'est sûr que c'est une méthode qui demande d'avoir de la confiance. Là, quand on utilise des suppositoires, ça demande une certaine confiance dans le produit. Il faut faire des tests aussi de sensibilité avant, mais si ça peut améliorer ce côté-là, je pense que ça vaut la peine d'explorer pour les femmes qui souffrent de sécheresse. Maintenant, les problèmes de santé divers. Et c'est là que des fois, c'est confondant parce qu'on porte des diagnostics sur plein d'affaires, puis on traite plein d'affaires dans tous les sens sans vraiment se questionner sur la globalité de ce que ça veut dire. Donc, on va souffrir de migraines, de faiblesse, d'étourdissement, de palpitations, de pertes osseuses qui vont potentiellement nous amener vers l'ostéoporose si on ne fait pas attention à ça. On va avoir les seins gonflés, on va avoir les seins sensibles. On va avoir la peau sèche, on va trouver qu'on vieillit plus rapidement, on va avoir des douleurs articulaires, on va avoir des douleurs musculaires, on va avoir des douleurs intermittentes. Ça, c'est vraiment un phénomène qui est drôle. Et ce n'est pas juste moi qui ai éprouvé ça, j'ai vraiment fait un sondage interne pour savoir si c'était juste moi. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on a mal à un poignet. Ça dure 2 semaines. Ah, on a mal au coude. Ça dure 2-3 semaines. Ah, on a mal à un orteil. Ça dure... On dirait que la douleur s'accroche ici et là pendant un certain temps, pas trop grave, des fois plus. Puis à un moment donné, ça passe, puis on a mal ailleurs. Fait que si jamais ça vous arrive, ça se peut que ça soit dû au phénomène de la préménopause. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est un phénomène observé. On va aussi avoir... On va avoir tendance aussi à faire de l'inflammation plus facilement. On va avoir facilité à faire de la rétention d'eau, à avoir les jambes lourdes aussi en fin de journée. Moi, en particulier, j'ai fait du cholestérol puis de la haute pression. Avec la préménopause, c'est venu, ça fait partie. Et la perte de cheveux. Si vous avez un problème qui est déjà existant, un problème de santé qui est déjà existant, bien, en préménopause, ça peut augmenter, si vous voulez, empirer ce problème-là également. L'accentuer, c'est un plus beau mot.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe du terrain, premièrement. Ça ne sert à rien de planter une graine dans une terre qui n'est pas saine. La plante, elle va pousser tout croche, ça ne donnera rien. On s'entend là-dessus. Donc, le produit qu'il faut avoir, et je vous promets que ça va faire un changement dans votre vie, c'est le trio de Lifelong Vitality Pack, c'est-à-dire le LLV, comme on l'appelle affectueusement. C'est un trio de vitamines, minéraux, antioxydants, oméga 3 que doTERRA offre et qui fait toute la différence du monde. Je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous les utilisent et ont eu le même résultat que moi. Mais moi, ça l'a fait un changement majeur dans ma vie. Ça m'a aidé à mieux dormir, ça m'a redonné de l'énergie et de l'endurance. Ça a augmenté ma mémoire, mes capacités aussi de retenir l'information. Ça l'a été jusqu'à aider à repousser mes cheveux. Moi, je perds mes cheveux depuis que j'ai 20 ans, puis c'est génétique. Dans ma famille, on est toutes comme ça. Ma mère, à 40 ans, elle avait beaucoup moins de cheveux que moi, j'ai pu en avoir à cet âge-là. Et quand j'ai commencé à prendre ce trio-là, ben, mes cheveux ont recommencé à pousser. Puis ils continuent à pousser. Je n'aurai jamais une crinière de lion, on s'entend, mais je ne suis plus dans l'état de complexe et de malheur que j'avais parce que mes cheveux s'en allaient. Vraiment, j'étais gênée, j'étais complexée. On voyait vraiment tout le fond de ma tête. Ça ne marchait pas, là. Et j'étais en train d'envisager des solutions plus permanentes et invasives pour régler ce problème-là parce que c'était vraiment dérangeant. Et il y a eu énormément de témoignages disant que les personnes qui ont commencé à prendre ce trio-là ont vu leurs cheveux repousser. Alors, pourquoi ça fait ça? C'est juste parce que ça va travailler. En fait, ça travaille toutes les fonctions du corps, la régénération cellulaire, la fonction du cerveau, la santé cardiovasculaire. Ça va nous aider à avoir des meilleurs ongles, des meilleures peaux, des meilleurs os. Ça va nous aider au niveau de la digestion, du métabolisme. Ça va nous aider au niveau des seins, pas des seins, mais du foie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les seins. Anyway, en fait, c'est vraiment là, ça va combler tous nos besoins pour que notre corps il fonctionne vraiment de façon optimale. Fait que si j'ai une recommandation pour vous, peu importe votre âge et votre situation, ce trio-là, c'est magique, carrément. Maintenant, on va prendre aussi soin beaucoup plus de notre peau parce qu'évidemment, on avance en âge et on ne veut pas tant que ça paraisse dans notre face. Et doTERRA a deux belles gammes de soins pour les gens qui veulent soigner leur peau. Moi, j'utilise celle du bas. Qui est pour les peaux un petit peu plus matures, mais tout dépendant de l'âge que vous avez, Vérage peut être aussi une bonne option. Donc, prendre bien soin de sa peau, de son visage, ça va vous aider aussi à garder une meilleure estime de vous-même à travers ça. Par rapport à tout ce qu'on a parlé au niveau des douleurs, bien évidemment, on a envie de soulager nos douleurs quand elles arrivent. Un petit mélange magique pour les douleurs au sein, sauge clarée et géranium ensemble. Donc, ça, c'est un petit mélange qui est conseillé pour soulager la douleur à ce niveau-là. Évidemment, la menthe poivrée, c'est un grand classique là, quand on a de l'inflammation, quand on a mal à quelque part. C'est très, très efficace. Il faut juste faire attention à la menthe poivrée. Il ne faut pas en mettre sur une grande étendue de peau parce que ça a un effet glaçant. Donc, à utiliser sur des petites surfaces. Maintenant, on trouve la menthe poivrée anyway dans les produits des Blue qui sont excellents pour les douleurs articulaires, musculaires, les blessures. C'est vraiment, vraiment très efficace. Moi, j'ai eu un torticolis il n'y a pas longtemps, puis habituellement, quand je me lève avec la sensation d'avoir le cou coincé, je sais que j'en ai pour 3 jours. J'ai appliqué du Blue, puis c'était réglé en dedans d'une heure, là. J'en revenais pas. C'est vraiment super le fun. Dans les produits antidouleurs, on a la Gaultérie odorante et la camomille romaine qui sont 2 produits très, très efficaces pour soulager la douleur. Si vous avez mal à quelque part, vous ajoutez cette huile-là avec l'autre huile que vous aurez choisie pour gérer l'endroit du corps où vous avez mal, mais ça, c'est des produits antidouleurs vraiment très intéressants. Et finalement, le copaïba, qui est un anti-inflammatoire puissant, et le cyprès, qui est un décongestionnant majeur. S'il y a de quoi qu'il faut qu'il circule,
on utilise du cyprès. Donc, la lymphe, la rétention d'eau, les jambes lourdes, le cyprès, c'est vraiment merveilleux. Ça va faire circuler au niveau du système sanguin aussi. Moi, j'avais beaucoup de rosacée puis les petites lignes là, ici dans le visage. Là, et j'ai commencé à utiliser du cyprès et ça l'a diminué de beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que ça l'a fait circuler. C'est comme une accumulation de sang là, qu'on a sur la surface de la peau. Puis ça a commencé à partir quand j'ai utilisé du cyprès. Le cyprès, c'est merveilleux. Le copaïba, il faut savoir aussi que c'est une huile qui va augmenter la puissance de toutes les huiles avec lesquelles vous allez les utiliser, en plus de son pouvoir anti-inflammatoire, entre autres. Donc, si vous l'utilisez avec du cyprès, ça va augmenter le pouvoir du cyprès, etc. C'est vraiment une huile vraiment intéressante pour ça. Donc, utilisez-la dans vos mélanges, puis ça va en augmenter l'efficacité. Les symptômes urinaires. Donc, on arrive à l'étape des Athènes. En fait, les femmes de notre âge vont avoir plus souvent des infections urinaires, d'une part, et vont commencer à souffrir d'incontinence. Donc, l'incontinence, ça peut être léger, comme on tousse puis on laisse échapper 2-3 gouttes, ou on rit puis on laisse échapper 2-3 gouttes, à ne pas avoir de retenue. C'est genre, j'ai envie, il faut qu'il y ait une toilette, sinon ça passe tout droit. Donc, c'est vraiment pas le fun à vivre, bien entendu, mais on a des huiles pour ça. Donc, pour soigner les infections urinaires, les 3 huiles majeures sont l'arbre à thé, le cyprès et l'eucalyptus. Ensemble ou en mix-match, c'est à vous de voir laquelle va être le plus puissante pour vous. Et non, c'est pas vrai, je suis en train de me tromper. Le cyprès, c'est pour l'incontinence. Donc, à appliquer sur le bas-ventre si jamais vous souffrez d'incontinence. Puis les 3 autres, eucalyptus, citronnelle et arbre à thé, ceux-là sont pour soigner les infections urinaires. Même chose, on applique sur le bas-ventre. C'est sûr que si vous décidez de commencer à vous hydrater plus, ben il va avoir une influence sur votre vessie, c'est certain. Donc, la vessie s'habitue tranquillement à la quantité de liquide qu'on va lui donner. Donc, si vous commencez vous ne buvez pas beaucoup, puis vous buvez 1 à 2 litres d'eau par jour, bien entendu, vous allez toujours être aux toilettes, c'est normal, votre vessie n'est pas habituée, ce n'est pas de l'incontinence. Donc, il s'agit de voir à long terme si c'est un phénomène d'habituation que vous vivez par rapport à vos pertes ou si c'est vraiment le sphincter qui fonctionne moins bien. Et dans ce cas-là, on y va avec le cyprès. On a fait le tour. Je pense qu'on a vu assez de symptômes pour en avoir pour notre argent hein, par rapport à la préménopause. Mais la question à se poser finalement, c'est qu'est-ce qui va arriver après? Parce que c'est un passage obligé, la préménopause, mais c'est un passage. Donc, ce qui arrive après, en tout cas, selon les études et selon les femmes qui en ont témoigné, c'est qu'après avoir passé ce stade-là, qui est une espèce de contraction dans la vie, après une contraction, il y a une expansion. Dans cette expansion-là, la femme va souvent avoir une meilleure vie sexuelle, meilleure que ce qu'elle a vécu jusqu'ici. Souvent, les femmes vont avoir changé de carrière, vont avoir trouvé une activité qui colle à leur peau, à leur vraie vérité, parce qu'ils vont avoir dégagé de tout ce qui ne leur correspondait pas dans ce phénomène-là et vont avoir trouvé ce qui les passionne intensément et vont trouver un nouveau travail ou se développer une entreprise, whatever, quelque chose qui colle à leur peau. On va voir des femmes qui ont un sentiment de réalisation de soi très, très important, un épanouissement personnel, un développement de la créativité très, très important. Et le fait d'avoir réglé tous les problèmes, les traumatismes et tout ça, si c'est réglé, bien évidemment, un sentiment de légèreté puis de positivisme envers la vie qui est vraiment enthousiasmant rendu à cet âge-là. Donc, on devient très, très heureuse et satisfaite de notre vie après avoir passé à travers ça si on l'a fait de façon optimale.
Donc, c'est ce que je vous souhaite à vous, de ne pas résister, d'accepter le processus, de juste vous donner la chance de passer au travers en gardant la meilleure santé et la meilleure santé mentale possible en utilisant des huiles essentielles, bien entendu. Et de l'autre côté, c'est le fun. Puis puisqu'on a une espérance de vie beaucoup plus grande, en fait doublée de ce qu'on avait au début des années 1900, il nous reste encore beaucoup d'années de vie active à remplir de belles choses. Et c'est ça qu'on fait quand on est en préménopause. On fait le ménage, puis on installe une super de belle nouvelle vie qui nous colle à la peau. Et c'est ce que je vous souhaite à vous autres aussi. Alors, c'est terminé. Je vais arrêter l'enregistrement et le partage d'écran. Et je vais prendre vos questions si vous en avez. Comme ça, ça n'apparaîtra pas dans l'enregistrement. Alors, ça c'est fait. Stop recording.